Paolo Rossi, l'artilleur d'Italie, Jean-Pierre Papin, le canonnier de France. Paolo Rossi est né le 23 février 1956 à Prato. Paolo était doté de grandes qualités techniques. À chaque prise de balle, il se mettait pratiquement à dribbler. Il débute comme ailier droit, mais il explose surtout en tant qu'avant-centre en 1977 avec Vicenza. Il fait bientôt ses débuts en équipe nationale et avec ses nombreux buts, il devient vite, pour tous, Pablito. Une disqualification liée au pari sportif l'éloigne du terrain pendant 2 ans, mais il fait sa rentrée juste à temps pour la Coupe du Monde 1982. 5 novembre 1963, date de naissance de Jean-Pierre Papin. Papin, quand on le voyait jouer au début de sa carrière, tout était fait en force. Et après, on a vu un changement et ça lui a permis de durer, de rester, je ne sais pas combien d'années consécutives, meilleur buteur du championnat français. Après le boom de 1986 à Bruges, l'équipe de France lui confie immédiatement le maillot d'avant-centre pour la Coupe du Monde au Mexique en 1986. Il passe ensuite à l'Olympique de Marseille et au son des buts dans les filets, il se transforme en JPP. Paolo Rossi était un joueur rusé, roublard, qui cherchait continuellement le trou de souris. Il essayait de chipper même le plus petit espace pour tenter d'en tirer profit. Au contraire, Papin était un joueur plus physique, plus puissant. Lui, il avait plutôt besoin du contact, je dirais. La recherche du but était la raison de chacune de leurs actions. Marquer était la récompense des efforts de toute l'équipe. Paolo Rossi était un véritable joueur de surface. Le buteur type, quoi, le buteur pur, qui a besoin bien sûr de toute l'équipe pour s'exprimer, qu'on joue pour lui. La surface de réparation est leur chasse gardée. Imbattables sur les derniers mètres, virtuoses du temps et des espaces, ils ont pour eux l'intuition qui jaillit en eux comme une étincelle avant tous les autres. Jean-Pierre Papin est aussi un ballon d'or parce que c'est un buteur et que lorsqu'il est ballon d'or, c'est en quittant Marseille pour aller du côté du Milan AC. C'est là aussi, c'est quand on part à l'étranger. Paolo Rossi, tout en un mot, le symbole du but italien dans le monde. Il avait ce don inné de voir la cage même quand il lui tournait le dos. Paolo Rossi pouvait voir les buts, même par une nuit sans lune. Un fabuleux buteur, froid et implacable, capable de tirer un profit maximum de ses dons et d'adapter ses actions à un physique menu et fragile. Je crois que Paolo Rossi, pris comme ça, tu te dis qu'il ne peut pas jouer au football. Il a pourtant été un phénomène du ballon rond. Je ne pouvais pas m'imposer comme un attaquant classique. Je n'avais pas le physique du rôle. Je devais exploiter mes caractéristiques qui étaient la rapidité et l'agilité. Son sens de l'opportunité le conduit à cueillir l'instant, le centimètre. Un vrai spécialiste des buts devant la cage. Pablito, un avant-centre avec le but dans la tête. Paolo Rossi était un avant-centre de surface de réparation. Et il savait toujours se trouver au bon endroit, au bon moment. Et voilà pourquoi la surface de réparation a toujours été le pain préféré de Paolo. Peu de muscles, mais beaucoup de cervelle. Il n'avait pas un physique exceptionnel. Paolo Rossi avait surtout une tête pour jouer au football. Papin, 2 syllabes, coup de canon. Comme son pied droit très puissant avec lequel il marque de nombreux buts. Papin est un fabuleux Papin. Jean-Pierre Papin, un ballon d'or. Normal. Joueur exceptionnel. Attaquant. Fabuleux pour la France. Marquer des buts. Plein de buts. Agile et puissant, Papin peut partir de loin.
Ses buts parfois naissent loin de la cage sur une accélération foudroyante à la limite du hors-jeu. Et les défenses ne peuvent plus le rattraper. Papin, il a eu une période, moi j'ai vu arriver, j'ai vu arriver en 86 au Mexique, parce qu'on a joué la Coupe du Monde ensemble. Et bon, c'est vrai qu'après il a fait une carrière fabuleuse. JPP, un buteur impeccable, un numéro 9 qui a le but dans le sang. Paolo Rossi, vainqueur en 1982, un joueur, un avant-centre tout en légèreté et en esquive, et puis surtout capable de marquer avec toutes les surfaces de son corps, le genou, la cuisse, la poitrine, la fesse, un peu comme était capable de le faire Gerd Müller. Et pour moi, Paolo Rossi, c'est le braconnier. Barcelone, Italie-Brésil, 5 juillet 1982. Il est 5 h de l'après-midi, l'avant-centre de l'équipe nationale italienne est M. Paolo Rossi. Sur son visage, on peut lire la souffrance et le doute. Une bien pâle copie du champion qu'il a été. Tardelli s'enfonce sur la gauche, son centre est parfait, Rossi manque le ballon, incroyable bévue, Paolo Rossi est à terre. Barcelone, Italie-Brésil, 5 juillet 1982. Il est 5 h 30. L'avant-centre de l'équipe nationale italienne est Pablito. Le numéro 20 envoie l'Italie en demi-finale de la Coupe du Monde après avoir réussi un triplé. Paolo Rossi hurle son bonheur, il n'en revient pas lui-même. L'aventure de la Coupe du Monde en Espagne débute pourtant sous les critiques. La sélection de Paolo Rossi déchaîne la colère de la presse. C'est le sélectionneur italien Enzo Bearzot qui est attaqué dans ses choix. En réalité, la presse était contre la sélection de Rossi pour cette Coupe du Monde. Je sortais de 2 années très moyennes. Je n'avais joué que quelques matchs. J'essayais de reprendre le rythme de la compétition. Rentrer dans cette Coupe du Monde était très difficile pour moi mentalement. Les premiers temps, il était en grande difficulté. À l'entraînement, nous faisions des matchs et ce sont les capitaines qui choisissaient à tour de rôle les joueurs. Le dernier joueur qui restait, eh bien, c'était toujours Paolo Rossi. Et c'est toute l'équipe qui a eu du mal à rentrer dans la compétition. Nous n'avons pas bien joué au premier tour face à la Pologne, le Pérou et le Cameroun. 3 rencontres et autant de matchs nuls. L'Italie doit son passage au deuxième tour à une meilleure différence de but que le Cameroun. L'Argentine de Maradona se dresse sur le chemin des Italiens. Bearzot persiste. Rossi sera de la partie. Il a cru jusqu'au bout en mes qualités, même face à ceux qui voulaient m'écarter au moment où, justement, je méritais peut-être d'être écarté. Il lancio verso Rossi, Rossi è in buona posizione, Rossi ha respinto il portiere. L'Italie gagne. Les hommes de Bearzot se sont réveillés, tous sauf Rossi. Italie-Brésil. Le défi proposé semble impossible à relever face aux grands favoris, les Brésiliens. Comment les Italiens peuvent-ils réussir à vaincre Zico et ses partenaires? Et comment vont-ils s'y prendre pour marquer? Avec Paolo Rossi? Ah oui, c'est vrai, Paolo Rossi. Il jouera encore cette fois-ci. Et Rossi est bel et bien une nouvelle fois de la partie. Bearzot semble vouloir tout faire pour aller à contre-courant et contre toute logique. La confiance aveugle que Bearzot a accordée à Rossi lors de la Coupe du Monde de 1982
est né de la confiance que l'équipe avait aussi envers Rossi. La chose la plus importante, c'est qu'on m'a toujours fait confiance, que ce soit le public, les joueurs ou l'entraîneur. Pour moi, ça a été fondamental, car ce n'est pas la condition physique qui me manquait, mais bien les ressources mentales. Nous venions de battre l'Argentine. Face au Brésil, nous étions conscients d'avoir un match capital à jouer. L'Italie a fait un bon match contre l'Argentine et nous savions que ce serait difficile. Rossi est là, et il ne passe pas inaperçu. Il perd son premier ballon après quelques minutes de jeu. Les jambes sont molles, lui se fait tout petit. Le doute est immense. 5 minutes de jeu, l'Italie est encore à l'attaque. Rossi, goal, Rossi, l'Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto. Le premier but face au Brésil a été le plus important pour moi. Peut-être même le plus important de ma carrière. Rossi frappe une première fois contre le Brésil 1-0, justement quand l'espoir de le voir marquer de nouveau s'était presque envolé. Il a senti cette grande considération que le groupe avait à son égard et il a réussi à surmonter toutes les difficultés. Soudain, j'étais redevenu Pablito. On a savouré ce moment-là, bien sûr, mais on savait que le match était encore long. Il restait encore à jouer toute la deuxième mi-temps et nous savions qu'elle serait pleine de surprises. Et c'est bien ce qui est arrivé. Le Brésil ne met pas longtemps à revenir au score. Mais tout de suite, l'Italie a marqué un deuxième but. Leandro Cerezo. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. J'ai subtilisé le ballon à un adversaire et avant d'entrer dans la surface, eh bien, j'ai frappé très fort pour tromper le gardien. L'opportunisme, la ruse, l'intuition. En 3 mots, un but à la Paolo Rossi. Et moi, je pense que l'opportunisme, eh bien, c'est sa plus grande qualité. Il en a marqué tellement de cette façon durant ses plus belles années à Vicenza, alors même qu'il n'était pas encore Pablito. J'allais où je pensais que la balle arriverait. 19 fois sur 20, je me trompais, mais à la 20e, elle m'arrivait dans les pieds. Il anticipait et il prévoyait où le ballon devait arriver, même sur des actions où les autres joueurs l'auraient considéré comme perdu. En fait, il gardait tout le temps une concentration maximale pour chipper des ballons et marquer des buts. Le don de Paolo Rossi, cette capacité de transformer l'erreur de l'adversaire en but. Toujours à l'affût, son jeu demandait une énorme concentration. On disait qu'il avait de la chance, parce qu'il marquait toujours des buts, disons, faciles. Par exemple, le gardien repoussait le ballon, ou bien sur de petits coups de patte dans les 6 mètres. Mais en tout cas, lui était toujours là et il n'y avait personne d'autre. L'opportunisme dont il faisait preuve énervait souvent les défenseurs, parce que le ballon frappait le poteau puis revenait souvent sur lui. Et d'après moi, c'était aussi de l'habileté, pas seulement de la chance. Il avait du flair, et il savait où retomberait le ballon après que le gardien les repoussait. C'était son don à lui. Un travail mental énorme, pendant 90 minutes durant, car pour jaillir au bon moment et cueillir l'instant crucial, il faut toujours se tenir prêt. Mais cette intuition de savoir où retombera le ballon et l'idée d'être plus rapide que la trajectoire est une chose innée. Quand la balle est dans la surface de réparation, Paolo Rossi est là aussi. En résumé, la balle passe là où il est. Un joueur d'une grande intelligence, rusé, rapide, sachant profiter de la plus petite erreur pour s'infiltrer au bon moment. Et je dirais qu'il est le roi de l'opportunisme. L'opportunista principe del calcio. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Un primo tempo che l'Italia conduce in vantaggio per 2-1. Bien sûr, nous savions très bien contre qui nous jouions et que ce ne serait pas facile. Mais en tout cas, on y croyait.
Il n'est pas facile de maîtriser la classe des Brésiliens. Ils ne sont vraiment pas disposés à perdre. À ce moment-là du match, les Brésiliens étaient qualifiés. Et donc, ils auraient pu contrôler tranquillement le match. Mais ils ont voulu nous écraser afin de montrer qu'ils étaient les plus forts. Et ça, eh bien, ça s'est retourné contre eux. 2-2, 29esimo minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Conti. Di nuovo Rossi. C'était une action dans la surface après un corner tiré par Tardelli. J'ai anticipé et je me suis mis où je pensais que le ballon retomberait. Et il est bien arrivé. Il suffit de 90 minutes et de 3 buts pour que Paolo Rossi redevienne Pablito. Voilà le miracle du football. Paolo Rossi renaît alors. Le Brésil n'a pas perdu la Coupe du Monde sur cette rencontre. Mais je crois que l'Italie l'a gagnée. Et les Italiens avaient une bonne équipe et ils ont très bien profité des erreurs du Brésil. Ces 3 buts-là ont été les plus importants de ma carrière. Ceux qui ont marqué le plus profondément mon parcours. Le souvenir des gens et l'image qu'ils ont de moi sont profondément liés à ces 3 buts et à ce match face au Brésil que nous avons gagné. L'Italie est en demi-finale. Rossi est devenu un titulaire indiscutable. Le soir, quand nous sommes retournés à l'hôtel, eh bien, on chantait, on dansait la samba n'importe comment. Mais ceci dit, nous avions bien en tête quand même la demi-finale. Hein. La semifinale. Après avoir battu l'Argentine et le Brésil, nous avions la force physique et mentale pour battre n'importe qui. En demi-finale arrive la Pologne. L'Italie veut démarrer fort. Pablito marque dès la 22e minute. Le football, c'est comme ça. Du jour au lendemain, tout a changé pour moi dans cette Coupe du Monde. Même les choses les plus simples que je n'arrivais plus à faire me sont revenues naturellement. C'était incroyable. Bruno Conti parcourt tout seul la moitié du terrain. Passe pour Rossi qui marque son 2e but de la rencontre de la tête. C'était un plaisir de jouer avec un attaquant comme lui, car il arrivait à conclure le travail que tu avais réalisé durant tout un match. Le sens de la position, le flair du but. Pablito, c'est être au bon endroit, au bon moment. Son point fort était le démarquage. Quand on levait la tête et qu'on voyait comment Paolo se déplaçait, on pouvait deviner tout de suite ce qu'il allait faire. Une de mes meilleures qualités était de savoir me démarquer et de faire en sorte d'arriver le premier sur le ballon. Son sens du but est exceptionnel, car lui a compris avant tout le monde où arrivera le ballon précisément. Vu qu'il n'avait pas une grosse frappe de balle et qu'il n'était pas très costaud, il a toujours travaillé sur l'anticipation. Je cherchais toujours à raisonner d'abord avec la tête, c'est-à-dire à faire en sorte d'arriver sur le ballon un 1/10 de seconde plus tôt que mes adversaires. Si tu cherchais à anticiper ses démarrages, eh bien, il changeait ses plans et partait de l'autre côté. La tactique de Paolo, c'était celle des mouvements. Faire semblant d'avancer, mais de reculer, et attendre que le coéquipier fasse une passe croisée. Paolo exploite ses dons au maximum. La vitesse de réflexion, la rapidité dans les gestes et l'instinct du but. Même pour les buts marqués de la tête, il était fort pour choisir le bon moment et le bon timing pour sauter, car il n'était pas très grand. Dans la surface, le défenseur se faisait souvent avoir, car Paolo anticipait tous les ballons, et du coup, il marquait souvent. L'intelligence de Paolo a toujours été de comprendre les caractéristiques des joueurs qui l'entouraient. Ça pouvait être Platini, Boniek ou encore Bettega. Il avait toujours une juste perception des qualités ou des défauts de chaque joueur. Son point fort était de se trouver au bon endroit au bon moment. Pour ça, il était vraiment impressionnant. L'intelligence. Voilà quelle était sa vraie force. La demi-finale s'achève par la victoire de l'Italie. La Pologne n'a pas réussi à contenir la ruse de Paolo Rossi. L'Italie est en finale. 11 juillet 1982.
L'Allemagne, emmenée par un certain Rummenigge, est le dernier obstacle à franchir pour les Italiens. Avant la finale, nous étions inquiets parce que nous ne savions pas comment aborder la rencontre. Et car une finale, ça n'arrive pas tous les jours, bien sûr. Calcio d'inizio degli italiani che giocano il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. È iniziata la finale del campionato del mondo. L'Italie débute pourtant bien. À la 24e minute, le gigantesque Briegel s'écroule sur Bruno Conti. L'arbitre Coelho n'hésite pas une seconde. Penalty. Cabrini è fuori. Arriver en finale et ne pas la gagner, ça aurait été comme partir à Rome sans aller saluer le pape. Le penalty est manqué, mais les Italiens ne se découragent pas. Ils sentent l'instant décisif approcher et Pablito le sent plus que tous. Cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Voilà, ça c'est un but à la Rossi. Je suis parti avant tout le monde. J'ai anticipé sur l'adversaire, espérant que le ballon arrive à ce moment précis. Et j'ai même écarté Cabrini pour cette action-là. Italiens et Allemands sont tous passés au travers et il faut le ralenti pour comprendre qu'encore une fois, c'est lui qui est arrivé le premier. Si un but devait me représenter, eh bien je pense que ce serait exactement celui-là. Tardelli. Portés par ce premier but, les Italiens doublent rapidement la mise par l'intermédiaire de Tardelli. Dans la tribune d'honneur, même le président Pertini se laisse emporter par l'enthousiasme. Désormais, ils ne nous rattraperont pas. Traversone, Altobelli. E solo tre. Gentile è finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. La Coupe du Monde représente l'objectif ultime pour celui qui exerce le métier de footballeur. Et il n'y a rien de comparable et de plus grand. Victoire finale 3-1. Les Italiens sont sur le toit du monde. Grâce à Paolo Rossi, meilleur buteur du mondial. 4 matchs, 6 buts consécutifs, tous décisifs. Le Ballon d'Or 82 ne peut échapper à Paolo Rossi. Je suis un ballon d'or un peu atypique par rapport aux autres. Je l'ai peut-être gagné sur 4 matchs. D'objet mystérieux à Hombre del Partido, de Monsieur Rossi Paolo à Pablito. Jean-Pierre Papin, vainqueur en 1991, un joueur extrêmement athlétique, extrêmement rapide, et surtout extrêmement déterminé et culotté, prenant sa chance dans tous les angles, remarquable sur les reprises de volée, très combatif. JPP, c'est le baroudeur. Le stade Vélodrome, archi-comble pour rendre hommage à un grand joueur de football, et aussi à un homme exceptionnel, Jean-Pierre Papin, qui, je crois, Jean-Michel, méritait bien cette belle et grande fête. Jean-Pierre Papin, ou plus simplement JPP, un des grands de France, le joueur du siècle de l'Olympique de Marseille. Le 30 mai 1999, le Vélodrome est en fête pour célébrer Papin. Son jubilé rassemble pas moins de 67 000 fans venus applaudir une dernière fois leur idole. Un hommage sincère et émouvant de la part des supporters d'autrefois qui n'ont certainement pas oublié les belles saisons de JPP sous les couleurs marseillaises. Alors Notre Cœur, c'est une association créée par Jean-Pierre et son épouse pour venir à l'aide aux parents et surtout aux enfants qui ont
des problèmes de santé. Et voilà les ballons d'or. Ainsi, les supporters rendent hommage au meilleur joueur d'Europe du 1991, GPP. Ils m'ont fait la plus belle fête que j'aurais jamais pu imaginer. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Papin a du mal à retenir ses larmes. Ému et heureux, à Marseille, il a laissé son cœur. Et c'est comme avant-centre de l'OM que Jean-Pierre Papin est devenu JPP. Je crois que ce titre pour moi c'est un des plus beaux parce que c'est, je dirais, c'est les supporters qui parlent et quand on sait quand on est footballeur que comment les supporters sont importants, c'est un titre qui reste plus fort qu'un autre. Papin, une véritable icône de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord pour la longue liste des buts spectaculaires et souvent décisifs qu'il a inscrits, mais aussi pour son attachement aux couleurs du club et pour son esprit offensif. Marseille le sait, c'est avec lui, sur le front de l'attaque, que l'OM commence à gagner et œuvre un cycle victorieux inédit. 4 championnats de suite, de 1989 à 1992, et une Coupe de France en 1989. Il y a eu des matchs contre le Milan, il y a eu des matchs fantastiques de Marseille. Et je crois que Jean-Pierre a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille parce qu'il a fait partie d'une génération qui était une génération extraordinaire. Peut-être j'ai incarné vraiment ce qu'ils attendaient pendant toutes ces années. Vitesse, puissance et sens phénoménal de l'adresse devant le but. Jean-Pierre dévore les espaces. J'étais la manœuvre offensive, j'étais le point fixe et souvent j'avais, partout où je suis allé, j'avais une équipe qui était à ma disposition. Donc quand on a un joueur qui est capable de marquer des buts, les autres s'adaptent parce qu'ils savent qu'à un moment tu vas la mettre au fond. Et moi j'étais là pour marquer des buts et tout le monde savait que j'étais capable de marquer des buts. 10 juin 1989, l'Olympique de Marseille vient tout juste d'être couronné champion de France. Et c'est en partie grâce à son buteur maison, JPP, auteur de 22 réalisations, meilleur buteur du championnat. Mais un autre défi se profile déjà à l'horizon, car pour Papin et ses partenaires, un seul objectif désormais, réaliser le doublé Coupe-Championnat. Finale de la Coupe de France, Marseille affronte Monaco. Et c'est JPP qui s'illustre magnifiquement durant cette finale avec un triplé. 2 frappes puissantes du droit et un coup de tête. Monaco se réveille trop tard et l'OM l'emporte 4-3. 2 minutes après la reprise, l'OM se détache à nouveau grâce à Papin, toujours lui, qui d'un tir en force marque son 3e but. C'est la soirée Papin. Et puis je pense qu'on a fait un des plus beaux matchs qu'on a fait de la saison. Et on a battu Monaco 4-3 et ça a été certainement une des plus belles finales qu'on ait jamais vues en France. JPP, c'est surtout son tir qui impressionne. C'est un concentré de puissance et de précision. Sa frappe du droit est toujours tendue, son regard est toujours tourné vers le but. La distance est somme toute un détail secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est que le ballon franchisse la ligne. Je pense qu'une fois qu'on a choisi, il faut essayer de faire le geste le plus parfait possible pour qu'il soit le plus performant possible. Mais je crois que la façon d'être relâché et d'être tranquille, pratiquement sûr que tu vas marquer, c'est important. La frappe de Papin est sèche, sans fioriture. Il est capable de tirer comme l'enseignent les manuels.
Don naturel, mais aussi entraînement spécifique. Sa frappe de balle est parfaite. Ce qui impressionne, c'est sa rapidité d'exécution entre sa course et sa frappe de balle. Le tir en mouvement est une arme redoutable. Ses coups de canon ne laissent aucun espoir au portier adverse. Il allait très vite et surtout il avait une force de frappe au niveau du pied droit qui était fantastique. Lui, il avait en permanence le but en tête. Il ne vivait que pour ça. Il était très rapide, mais aussi puissant malgré son gabarit similaire au mien. Et sa vitesse en faisait un joueur difficile à arrêter, et surtout dans les 16 derniers mètres. Il essaye toujours, il se coordonne à la perfection, modèle sa course et adapte les temps d'exécution afin que sa conclusion se révèle toujours fatale. Celui qui se trompe ou qui risque de se tromper, c'est parce qu'il n'a pas tenté. Or moi, le mot tenter, pour moi, c'était dans mon vocabulaire, c'est tellement le mot numéro 1. C'est que si je voulais marquer des buts, il fallait que j'ai d'avoir des occasions de le faire. Il fallait que je tente des choses, il fallait que je me risque. Je me souviens d'une reprise de volée face à la Lazio. Et puis aussi contre Cremonesi. Je crois qu'il a fait passer la balle juste sous la transversale. Là encore, quelque chose de dingue. Il marquait tant de buts. Toujours des frappes incroyables. Des obus, vraiment. Puissance ou précision? Les deux pour JPP. Il pouvait expédier le ballon à toute vitesse dans les filets adverses, mais aussi donner le petit coup de patte précis qui trompait le gardien. Peu importait, le résultat était toujours le même. Ça dépend de la situation. Plus tu es loin du but, plus tu dois tirer fort. Plus tu arrives près du but, et plus tu dois être précis. L'Europe et Marseille ouvrent leurs portes à Papin. C'est le grand théâtre de la Coupe d'Europe des clubs champions qui voit l'OM parmi les nouvelles reines à la conquête du prestigieux trophée. Ça arrivait pour nous après 2 ans d'échec à la Ligue des Champions. San Siro, 6 mars 1991, quart de finale aller. Le tirage au sort n'a pas été favorable à l'OM. Sur sa route, le champion en titre, le Milan AC de Sacchi. Milan che è detentore del trofeo, l'ha vinto nelle ultime 2 stagioni e che è giunto ai quarti di finale. On a travaillé que pour ce match pendant 2 mois et demi, 3 mois, à travailler comme ils le faisaient eux, c'est-à-dire Milan c'était le pressing, et le pressing très haut avec le hors-jeu, etc. Et pendant 3 mois, à l'entraînement, on s'est attelé à jouer ce système. Et le jour de la confrontation, je pense qu'on était ce jour-là, on était peut-être meilleur que sur le pressing. Palla che carambola su Gullit, poi pasticciano i francesi e Gullit è rapidissimo ad approfittarne. L'AC Milan mène au score, Marseille est en plein doute. Palla è per Waddle dentro per il gol del francese Papin. Molto bella l'azione per la verità dei francesi. Mais Papin ne veut pas en rester là. Il permet aux siens de revenir au score grâce à une magnifique frappe du droit. Score final, 1 but partout. Superbe résultat pour l'OM en vue du match retour au Vélodrome. San Siro reste impressionné par la qualité et la veine de buteur de Papin. En décembre 1991 arrive la nouvelle que la France attend depuis longtemps, la remise du Ballon d'Or. Le meilleur joueur d'Europe 1991 n'est autre que Jean-Pierre Papin. Bon, une grosse surprise et puis une grande fierté parce que quand on voit le palmarès de ce Ballon d'Or, faire partie de ces grands joueurs, c'est quelque chose de magique, quoi.
Et être Ballon d'Or, c'est quand même l'apothéose pour tout joueur de football. Parce que c'est une récompense individuelle que l'on reçoit grâce au travail de ses partenaires, surtout quand on est buteur. J'ai pas voulu croire que j'étais... Ayant tout gagné en France, Papin veut désormais se frotter à un autre monde. Et c'est l'Italie qui lui ouvre ses portes. Le Milan AC le fait venir en 1982. Et à Milan, si tu veux, t'es arrivé une star parmi tous les autres stars, alors qu'à Marseille, t'étais une star, ou la star parmi ton équipe. C'est arrivé que beaucoup d'humilité, parce que pour moi, j'arrivais dans le plus grand club du monde. Et beaucoup d'humilité, beaucoup de respect par rapport à tous les joueurs qu'il y avait. Capello a pris la place de Sacchi sur le banc Rossonero. Il veut Papin. Il a besoin d'un vrai chasseur de but car Van Basten commence à donner des signes inquiétants de faiblesse. Durant ces 2 saisons en rouge et noir, JPP participe au parcours victorieux en Coupe des clubs champions et remporte 2 titres de champion d'Italie, totalisant par la même occasion un nombre de victoires record avec 6 titres nationaux consécutifs si on comptabilise les 4 remportés avec l'OM. Les supporters rossoneri ont de quoi se réjouir, JPP ne déçoit pas et inscrit des buts en pagaille. C'était comme un marteau, un joueur difficile à rattraper, une grande confiance en soi, une grande mobilité et une puissance absolument remarquable. Vous savez, les buteurs, on est des gens un peu particuliers, avec un côté un peu égoïste, avec besoin de égoïste, mais aussi avec besoin de plein de confiance autour de nous. Et je pense que Jean-Pierre, il avait besoin, comme tous les buteurs, de tous ces gens autour de lui qui vont lui permettre de pouvoir marquer. Pour moi, un vrai attaquant doit être égoïste et penser seulement à marquer. Lui, toutefois, il était de ceux qui te passaient la balle. Enfin, pas toujours, mais quelquefois, eh bien, il te l'a passé. Une grande efficacité. JPP en fait la preuve le 28 février 1993. Ce jour-là, le Milan AC, leader du classement, reçoit la Sampdoria de Mancini. Papin et Massaro forment le duo d'attaque, et ce dernier marque sans interruption depuis 1 mois. 7e minute, le Milan AC mène au score après une déviation involontaire de Lentini. La Sampdoria souffre et capitule une seconde fois à la 27e minute. Maldini tire un coup franc pour Lentini, placé sur le côté gauche. Il centre, Papin se jette, but incroyable de JPP en plongeant. Une solution peu orthodoxe, mais efficace. Nous sommes à la 70e minute lorsque Papin renvoie l'ascenseur en offrant une passe décisive à Lentini qui trompe une nouvelle fois le gardien, 3-0. Papin, déchaîné, ne veut pas en rester là. Il s'enfuit vers le but de la Sampdoria à 1 minute de la fin. Il a encore des jambes et parvient à résister à Walker. 4 buts pour le Milan AC et un formidable doublé pour le buteur français. Le geste acrobatique, la capacité de tenter des reprises incroyables, c'est aussi ça, Papin. Ce n'est pas seulement pour le public qu'il tente ses gestes, mais aussi pour obéir à son instinct de buteur, marquer dans n'importe quelle position. Jean-Pierre, dernièrement, vous avez passé en revue tout le répertoire du football. Goal à la renverse, goal du talon, goal de la tête au ras de terre. Hier, un Eurogoal, un goal match. Oui, c'est vrai. Maintenant, il me manque le tir du gauche, car je ne marque jamais du gauche. Désolé.
Il travaille beaucoup les gestes acrobatiques. JPP s'amuse à tenter des retournées à l'entraînement. Il veut avant tout jouer pour le plaisir, pour se faire plaisir. Et le résultat est souvent le même, il marque, même de la tête. La qualité numéro 1 de Papin, c'était son sens de l'acrobatie. Même s'il n'était pas grand, de la tête, il arrivait à devancer les défenseurs. Dans n'importe quelle position, il arrivait à marquer, mais vraiment n'importe quelle position. Ouais, c'est un tout, mais je ne recherchais pas spécialement l'acrobatie. Je la sentais, je la sentais arriver selon comment j'étais placé. Donc je n'étais pas idéalement placé pour contrôler. Donc comme je faisais à l'entraînement énormément de choses et que souvent ça marchait, je ne me posais même pas la question de savoir si j'allais contrôler ou pas contrôler. Je tentais l'acrobatie parce qu'elle était possible, mais je n'ai jamais recherché plus spécifiquement ça plutôt qu'autre chose. Moi, ce qui comptait, c'était mettre le but. Après, que ce soit acrobatie, pas acrobatie, du pied, de la tête, du genou, de la main, même si de temps en temps il fallait aider, l'important c'était que ça aille au fond. Un grand de France, Papin. Il a aussi beaucoup donné à son équipe nationale. Il s'est beaucoup dépensé, mais les résultats n'ont jamais été au rendez-vous. 30 buts en bleu tout de même, une belle performance, une sorte de lot de consolation pour JPP, l'idole de l'Olympique de Marseille. Vous savez, il y a des gens qui font partie de générations avec lesquelles on va gagner des choses. Je ne vais pas comparer Guy Varche et Papin. Il y en a un qui a joué avec Zidane et l'autre il a joué ni avec Zidane ni avec Platini. Il y a la chance, hein. La chance, ça fait partie de la vie des gens. Mais bon, je crois qu'avec le football qui amène des joies intenses ou des déceptions si fortes, ça fait partie d'un jeu et on n'a pas été capable de jouer jusqu'à la dernière seconde. Donc il n'y a rien à regretter. C'est sûr que quand après tu vois qu'ils sont champions du monde, ça laisse, je dirais, amer. Quoi qu'on est content parce que c'est l'équipe de France, mais c'est vrai qu'on avait aussi les moyens de faire quelque chose de bien et on l'a jamais fait parce qu'on n'a pas été capable dans les grands matchs peut-être de faire ce qu'il fallait. En 1977, c'est la première consécration d'un Danois, Allan Simonsen. Les écarts sur le podium sont infimes. Rarement, la course au titre du Ballon d'Or a été aussi serrée. Jugé trop gentil au début de sa carrière, Simonsen surprend dans un championnat allemand où le jeu se veut très rude. Il étonne également par un physique qui en Bundesliga est souvent plus impressionnant. 1,65 m pour 68 kg. Simonsen retourne les critiques sur son petit gabarit et se mue en joueur irremplaçable. Le Danois, à droit des deux pieds, forme un duo d'attaque très performant avec Jupp Heynckes. Le départ de Günther Netzer le pousse à reculer au poste de milieu offensif. Désormais, il s'occupera aussi d'organiser le jeu. Ailier droit poids-plume, facilement reconnaissable sur le terrain, le Danois est surnommé le Petit Diable. Bellissimo tiro al volo di Simonsen e splendida risposta di Zoff in calcio d'angolo. Rapide et agile, de la fantaisie à revendre et un sens du but particulièrement développé, le Feu Follet arrive en Allemagne en 1972. Il n'a pas encore 20 ans, mais peut déjà s'enorgueillir de nombreux matchs avec l'équipe nationale et de 2 titres conquis avec l'équipe de Welge. C'est au Borussia Mönchengladbach qu'il va atteindre le sommet. Avec la formation allemande, Simonsen réalise un triplé en championnat de 75 à 77.
Durant l'année majeure de sa carrière, le Danois a la chance de disputer le match dont tout footballeur rêve au moins une fois dans sa carrière, la finale de la Coupe des clubs champions. À Rome, les Anglais de Liverpool affrontent les Allemands du Borussia. Confrontation entre deux grandes équipes européennes, mais duel aussi entre les deux meilleurs ailiers droits du moment, Kevin Keegan et Allan Simonsen. Peu avant la demi-heure de jeu, Highway s'enfonce dans la défense allemande et adresse une passe à McDermott qui trompe le gardien Kneib. 1-0. Mais dès l'entame de la seconde période, Simonsen profite d'un dégagement manqué du milieu de terrain adverse. Le Danois frappe, Ray Clemens ne peut rien. 1 partout. Le petit diable remet sa formation sur de bons rails. Mais à 20 minutes de la fin et après avoir résisté aux assauts du Borussia, les Anglais doublent la mise sur un corner de Highway et une tête du défenseur Tommy Smith. Il ne reste que 5 minutes à jouer. Keegan récupère un ballon et sème la panique dans la défense allemande. Il est finalement arrêté, mais la faute est indiscutable. L'arbitre français Robert Wurtz accorde le pénalty. Nils Elans, contre-pied, 3-1. Les supporters de Liverpool font la fête, eux qui avaient effectué le déplacement en nombre à Rome pour supporter leur équipe. Mais ce triomphe de Keegan ne suffira pas à convaincre les jurés. Le Ballon d'Or revient au grand battu de la soirée, Allan Simonsen, sûrement le meilleur joueur du Borussia de cette finale. « 1978. Cette fois-ci, le trophée lui revient de droit. C'est le début de l'ère Keegan. La deuxième fois consécutive que le Ballon d'Or récompense un ailier droit. Au lendemain des fêtes de Noël, lorsqu'il apprend la nouvelle de sa victoire devant l'Autrichien de Barcelone, Hans Krankel, et le Hollandais d'Anderlecht, Rezenbrink, Keegan ne peut être plus heureux. N'ayant pas disputé la Coupe du Monde, ses mérites n'en sont que plus grands. C'est comme si son talent avait dépassé l'événement sportif de l'année. Et Keegan déclarera « Je viens de rejoindre les plus grands joueurs de l'histoire, ceux-là même qui me faisaient rêver quand j'étais jeune, surtout George Best. Cette victoire permettra à mes compatriotes de comprendre qu'il existe autre chose que le football à l'anglaise. » Dans les années 70, Keegan est le joueur le plus connu du football anglais. La subtilité de son jeu contraste avec les fondamentaux d'un pays plus habitué aux longues passes vers l'avant et aux combats très rugueux. Keegan émerveille le public avec son talent hors du commun. D'ailleurs, les duels entre le petit Keegan, 1m70, et les montagnes des défenses adverses sont toujours très attendus. Mais Kevin réalise tellement de coups de génie qu'il fait revivre un temps le mythe de George Best avec une régularité et une constance accrue. La carrière de Keegan présente un paradoxe incroyable. Dans la mémoire collective, The King, comme on l'appelait, était synonyme de Liverpool, club avec lequel il a remporté 3 titres de champion d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre et surtout conquis la scène européenne. C'est d'ailleurs lui qui contribuera à la victoire des siens en finale de la Coupe de l'UEFA en 1973 grâce à un doublé face aux Allemands du Borussia Mönchengladbach. Et c'est encore lui, lors de la même compétition 3 ans plus tard, qui signera les buts de la victoire en finale contre les Belges de Bruges. Cependant, la victoire en Coupe des clubs champions de 1977 ne suffit pas à faire remporter à Keegan le premier Ballon d'Or de sa carrière. Il ne réussit à décrocher cette récompense que l'année suivante, en 1978, et c'est bien là le paradoxe, sous les couleurs de Hambourg. Il est alors le footballeur le mieux payé d'Europe de son époque et le joueur de l'année en Bundesliga. Mais jamais il ne sera célébré individuellement sous le maillot de Liverpool. « 1979. Pour la deuxième fois consécutive, Keegan entre au panthéon des plus grands joueurs de l'histoire. C'est un véritable plébiscite. Keegan récolte plus du double des voix de Rummenigge et du triple de Krol.
Rarement un ballon d'or n'a été décerné avec une telle unanimité que celui attribué à Keegan en 1979. Il recueille les voix de 26 jurés dont 18 le placent au premier rang. Mais ce succès peut très facilement s'expliquer. Tout d'abord, Keegan n'a pas de rival sur la scène européenne. De plus, l'année 1979 n'est pas une grande année de football et de spectacle. Et enfin, le football latin est en pleine récession face aux 3 superpuissances anglo-saxonnes, l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas. Avec ce second titre, le joueur anglais rejoint 3 monstres sacrés, vainqueurs à plusieurs reprises du Ballon d'Or. Di Stefano, Cruyff et Beckenbauer. Keegan entre dans la cour des grands. Un point seulement sépare Hambourg de Stuttgart à la fin de la saison 78-79. Mais cela suffit à Keegan pour s'adjuger le championnat allemand après les 3 remportés avec Liverpool. Sa contribution dans ce succès ne fait aucun doute. 15 buts qui témoignent de l'instinct de buteur de ce joueur qui, au fil des années, a amélioré son jeu de tête. Une déception, le championnat d'Europe en Italie avec l'équipe nationale. Keegan décide alors de retourner en Angleterre, d'abord à Southampton, puis à Newcastle, avant de raccrocher les crampons en 1984. « 1980. Après Gerd Müller, un autre grand buteur allemand remporte le Ballon d'Or, Karl-Heinz Rummenigge. Il n'y a pas de compétition, Rummenigge arrive en tête, le second n'est autre que son compatriote Schuster qui devance Platini d'1 point. Les prestations de Karl-Heinz Rummenigge à la fin de l'année 1982 sont aussi spectaculaires que soudaines. Longtemps prouvé dans le nid bavarois, ce rapace aux yeux d'aigle a réellement pris son envol en 1979. Et c'est petit à petit qu'il gagne sa place parmi les titulaires du Bayern de Munich, pour ensuite devenir un élément essentiel de la formation allemande. Porter les couleurs du Bayern de Munich, c'était risquer la comparaison avec son illustre aîné Gerd Müller. Mais à la différence de son modèle, souverain dans la surface de réparation, Rummenigge, dit le chat, s'avère plus complet et dispose d'un physique remarquable. Sa vitesse, alliée à sa puissance, fait merveille. Il se fait surtout remarquer par son jeu acrobatique. L'Allemand n'a peut-être qu'un point faible, le manque d'expérience. Erfahren habe ich beim ersten Mal 1980, und zwar waren wir bei der Mundialito in Montevideo in Uruguay. Und es kam ein Journalist auf mich zu, der damals, glaube ich, für dpa gearbeitet hat oder SED, das weiß ich nicht mehr so genau. Er hat mir gesagt, also er möchte mir die freudige Mitteilung machen, dass ich Europas Fußballer des Jahres geworden bin. Es war ein unglaubliches Jahr. Bayern München wurde deutscher Meister zum ersten Mal nach einer langen Durchstrecke wieder, nach 6 Jahren. Wir wurden Europameister mit Deutschland, nachdem wir 78 keine gute Weltmeisterschaft gespielt hatten. Ich wurde Torschützenkönig in der Bundesliga. Also es war ein unglaubliches Jahr. Das Rad wurde unglaublich schnell in dem Jahr. En 1980, il a 25 ans, un âge pour laisser son empreinte dans l'histoire du football. Cette année-là, il gagne donc son premier championnat avec le Bayern, marquant 26 buts, un score jamais réalisé auparavant et qui lui permet de décrocher le titre de meilleur buteur. Ses prestations en équipe nationale ne sont pas en reste non plus, notamment grâce à cette victoire lors du championnat d'Europe, où l'Allemagne écrase en finale les illusions belges grâce à un doublé de Roubesch. Mais le mérite de Karl-Heinz est d'avoir donné à l'équipe l'impulsion nécessaire en signant un but contre les Tchécoslovaques lors du match d'ouverture.
1981, encore Rummenigge. Après Beckenbauer, un autre Allemand remporte un deuxième ballon d'or. D'ailleurs, cette année-là, le podium est entièrement allemand. Rummenigge, Breitner et Schuster. Au moment de recevoir son premier ballon d'or, Karl-Heinz Rummenigge pense déjà au prochain. Son succès éclatant de 1980 et la confirmation de son talent d'attaquant font de lui un prétendant redoutable pour reconquérir le trophée. Conforté par ses prestations des derniers mois de 1980, Rummenigge confirme son immense talent au mois de janvier 1981. Quant à Montevideo, à l'occasion du Mondialito uruguayen, il se mesure à l'Argentine de Diego Armando Maradona. « 30 mai 1981. Dans sa course au titre, le Bayern doit surmonter l'obstacle Francfort. Le match se dispute à Munich et va connaître un scénario incroyable. La première mi-temps se conclut sur un timide 0-0. Mais après 9 minutes, en seconde période, Rummenigge tire un corner. La défense s'embrouille, Kraus en profite, 1-0. 6 minutes plus tard, Rummenigge accélère côté gauche. Insaisissable, il contraint le gardien à la faute. Breitner, le spécialiste en la matière, se charge du penalty. 2-0. Francfort ne parvient plus à éviter les assauts munichois. 64e minute, Breitner fait une nouvelle fois parler de lui. Sa frappe puissante, légèrement déviée, assomme Francfort. 3-0. Le Bayern a fait le plus dur. Les visiteurs semblent désemparés et offrent un dernier pénalty au Bayern qui n'en demandait pas tant. Breitner laisse à Rummenigge, toujours en course pour le titre de meilleur buteur, le soin de le transformer. 4-0. Mais le festival n'est pas encore fini. Karl-Heinz profite des boulevards dans la défense de Francfort pour réussir le doublé sur un tir croisé, et de 5 pour le Bayern. Dans les dernières minutes de la rencontre, Hoeneß offre une balle à Breitner qui efface 2 adversaires et décoche un tir de 18 mètres, 6-1 et triplé pour le milieu de terrain bavarois. 90e minute, le Bayern offre un dernier baroud d'honneur à son public. Frappe croisée sur le poteau, mais Dieter Hoeneß suit de la tête et loge le ballon dans la lucarne. Score final, Bayern 7, Francfort 2. « 1981 voit Rummenigge marquer but sur but, 29 réalisations en 34 rencontres. Un record dans sa carrière. Il s'empare bien sûr du titre de meilleur buteur pour la 2e fois consécutive. Grâce à ses statistiques impressionnantes, Rummenigge permet au Bayern de remporter un 2e succès d'affilée en Bundesliga devant Hambourg. Rummenigge devient le symbole de cette équipe formidablement compétitive en championnat. Une formation dont le principal tort est de ne pas savoir ajouter à ses succès nationaux des résultats comparables en Coupe des clubs champions, malgré de brillantes prestations comme en 1982 où le Bayern Munich est arrivé jusqu'en finale. Deux années de suite, en 1977 et 1978, Roberto Bettega a manqué de faire son entrée sur le podium du Ballon d'Or, ne se classant que 4e. Cela aurait été une juste récompense pour l'ensemble de sa carrière qui a commencé dès l'enfance sous le maillot de la Juventus. Bettega est en effet le meilleur joueur jamais sorti de la pépinière de la Juventus. Natif de Turin, il en devient le symbole naturel. Avec la Juventus, il a conquis 7 Scudetto en tant que joueur. À cette époque, c'est lui qui a révolutionné le poste d'attaquant.
À l'aise des deux pieds, habile de la tête, une qualité tactique et technique hors du commun. Voici les principales caractéristiques qui ont fait de lui un buteur hors pair. En 1977, il permet à la Juventus de gagner le premier trophée de son histoire sur la scène européenne contre Bilbao en Coupe de l'UEFA. Une présence constante et décisive, un rendement brillant qui justifie l'attention reçue des jurés de France Football. Paolo Rossi était difficile à marquer parce qu'il était très rapide pour se défaire d'un défenseur. Même si un joueur était sur lui, il parvenait très vite à le semer en faisant semblant d'aller à droite, pour finalement partir à gauche. Son démarrage était tellement rapide que le marquer, ça devenait très difficile, ou alors il fallait le tenir par le maillot. Je me souviens de la première fois que nous avons joué ensemble l'un contre l'autre à Brescia. Vicenza a gagné 3-2, il a marqué 3 buts et moi 2. C'est à partir de ce moment-là que notre duel à distance a commencé. Personnellement, je me souviens d'avoir toujours vu Paolo allongé après l'entraînement. Ou alors sur son lit à l'hôtel avec des sachets de glace. Il a toujours eu de graves problèmes aux articulations. Et il se soignait énormément. Même s'il n'a jamais eu un physique imposant, Paolo a toujours su exploiter à fond ses qualités. Paolo participait aux actions. Il était judicieux dans son placement lorsque nous étions en possession de la balle. Il était bon également au pressing sur l'adversaire. Récupérer la balle et partir en contre sur les côtés en accélérant. Il était rare de voir Rossi conserver le ballon. Quand il lui arrivait, il le donnait à un partenaire en 1 ou 2 touches. Un homme formidable à connaître. Il était assez timide en réalité et ne se vantait pas. Paolo ne s'est jamais cru meilleur que les autres. J'ai toujours pensé que les grands champions comme Paolo Rossi ont toujours réussi à s'entendre avec les autres joueurs, car ils ne se mettaient pas au-dessus d'eux. C'est ça une star. Quelqu'un qui réussit à faire devenir l'un de ses partenaires une pièce essentielle dans le jeu. Moi en l'occurrence, alors que je ne me considérais pas comme tel. Il était l'ami de tous, tout le monde aimait bien Paolo Rossi. Et justement pour le comportement exemplaire qu'il avait. Paolo était quelqu'un qui faisait partie du groupe, il savait se tenir, et en plus, il était drôle. Pour remporter le ballon d'or, l'instinct ne suffit pas. Tu dois avoir des qualités techniques extraordinaires. Et cette récompense, lui, il l'a amplement méritée. Peut-être d'ailleurs en aurait-il mérité d'autres. Au moment de la remise du ballon d'or, je me souviens très bien de l'atmosphère qu'il y avait au vestiaire. C'était l'euphorie générale. Les accolades, les félicitations qui venaient de partout. De nombreux joueurs, surtout ceux qui avaient participé à la Coupe du Monde, ont demandé à Paolo de leur accorder une petite faveur. Nous avons un peu négocié et il me semble que nous nous sommes mis d'accord sur une pizza. Donc, si vous voulez, il s'en est tiré avec une pizza chacun. Le prototype du joueur parfait n'existe pas. Il n'existe qu'à partir du moment où celui-ci reconnaît ses propres limites. C'est vraiment dommage que certains footballeurs arrêtent de jouer. Non, jamais visé le Ballon d'Or parce que tout simplement c'était pour moi un trophée qui était inimaginable. Je savais que ça restait marqué dans l'histoire en général du football français, donc
ça c'était déjà la grosse satisfaction. Et puis surtout que tout ce que j'avais fait, c'était pas passé inaperçu. Ça c'était une autre deuxième satisfaction. Et puis j'ai pensé à mes proches qui étaient là tout le temps, chaque jour, qui me suivaient, qui devaient être encore plus fiers que moi, quoi. Je vais dire Alain Casanova. Ouais. Parce que pendant 3 ans, Alain, il a accepté de se faire canarder après chaque entraînement, après son entraînement spécifique. Il restait pendant une demi-heure, 1 heure, 3 quarts d'heure, en fait le temps que je voulais. Et puis il a accepté vraiment sans jamais rechigner, sans jamais me dire non, à faire ses reprises de vol avec moi. Et puis on a une complicité qui est née entre nous. Déjà on se connaissait de l'INF, donc c'était facile. Et puis il y a une complicité qui est née et puis on l'a jamais pu lâcher, quoi. Parce qu'on a vécu des grandes choses, notamment avec l'OM. On a été champion encore une fois. Bon, on a perdu malheureusement la finale de la Coupe d'Europe à Bari au penalty. Et puis surtout en équipe de France, on a fait un parcours sans faute avec un grand chelem, tous les matchs gagnés du groupe. Et c'est vrai que c'est les grands états sportifs de l'année, quoi. Mais c'est Ballon d'Or de l'OM, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir en fait, c'est que quoi qu'il arrive, un Ballon d'Or, tu peux l'avoir tout seul. Ça dépend aussi de tes coéquipiers. Et mes coéquipiers à l'époque, c'était, je ne vais pas te les citer tous, mais c'était que des stars. Donc je l'ai eu moi parce que en fait, j'étais la finalité de ces buts, j'ai débloqué pas mal de situations, mais j'ai débloqué les situations parce que j'ai des bons ballons et j'avais des coéquipiers qui étaient en or, donc c'était plus facile aussi. Pour vous, qui est le Ballon d'Or des Ballons d'Or? C'est une bonne question ça. Hein. J'ai parlé de mon époque, je dirais. De mon époque, je dirais Van Basten.